C'est le moment de faire le bilan de mon portefeuille boursier durant ce mois d'avril qui a été vraiment turbulent et on va voir est-ce que j'ai quand même réussi à battre le S&P 500. Donc juste avant d'aller sur mon portefeuille, on passe sur mon écran pour voir quelques informations, notamment qu'est-ce qu'ont donné les indices, que ce soit le S&P 500, on verra le CAC 40 et on va parler aussi d'autres éléments comme le VIX, l'euro-dollar. Ici, je vous partagerai aussi quelques points d'achat que j'ai été prêt à racheter très très fortement et on va voir qu'est-ce que j'ai pu racheter ou non. Et on finira par des actualités. Donc premièrement, au niveau du S&P 500, si on se met sur le mois, concrètement, on est sur une baisse d'à peu près -5. Donc c'est assez important parce qu'on a commencé le mois d'avril, juste ici, le premier à 5633 points. Au plus bas, on était descendu à -11,54. Donc ça faisait un peu mal. Et actuellement, on peut voir qu'on n'est plus que à -2,63 depuis le début du mois. Alors je vous tourne cette vidéo fin avril, mais on n'est pas non plus le 29 avril. Donc potentiellement, ça bougera d'ici là. Mais pour l'instant, par rapport au début du mois, on est à -2,63. Si on regarde maintenant aussi depuis le début de l'année, ça va être intéressant. On est à -6,54. Et sur un an, je crois qu'on est encore en positif à +7. Ouais, on est à +8,64. Donc ça a quand même bien baissé depuis le plus haut juste ici. On peut voir qu'on s'est pris quasiment un -19. Donc c'est non négligeable, c'est une belle baisse. Après, souvent, on parle de bear market ou de marché baissier, notamment de crash boursier quand on est en dessous des -20. Donc pour l'instant, on n'y est pas. Et on peut voir qu'au final, sur 5 ans, on n'en a pas eu beaucoup. Parce que même si on prend le plus haut ici en décembre 2021, mais c'est resté que voilà, quelques mois. Mais concrètement, là, on était descendu à -25 par rapport à un plus haut. Donc très souvent, quand ça baisse en dessous de -20, bah, c'est des baisses qui sont importantes. Donc moi, j'ai investi de façon quotidiennement, comme vous le savez. Je ne vends jamais mes positions. Donc je fais du DCA, donc que ça monte, que ça baisse, j'achète. Par contre, j'ai une stratégie un petit peu différente quand ça baisse davantage, comme ce qu'on a eu en avril que je vais vous partager. Ensuite, on passe au CAC 40. Alors, on va se mettre sur ici un mois aussi avec depuis le premier. Alors, on était descendu au plus bas à -12,87, donc encore plus bas que le S&P. Et si on se met là, on est à -4. Donc, pour l'instant, la performance du CAC 40 ce mois-ci a été inférieure à celle du S&P 500. Et si on regarde depuis le début de l'année, on est à -2,25. Donc, on est en hausse alors que pour le coup, le S&P, on est toujours quasiment à -7. Et si on se met juste sur 5 ans, horizon un peu plus long, donc 93% juste ici, donc n'oubliez pas, ça fait quasiment du 20% par an, ce qui est énorme. Historiquement, ce n'est pas la performance qu'on a, c'est des performances plus autour des 7 à 8,5% pour le S&P. Et pour le CAC 40, si on se met sur 5 ans, on est à +72, en sachant qu'ici, c'est pas le CAC 40 GR. Donc là, c'est le CAC 40, mais qui pour le coup ne réinvestit pas les dividendes. Donc là, il y a eu des versements de dividendes. Donc si on voudrait vraiment prendre le bon CAC 40, on va être sur le GR juste ici. Et là, si on se met sur 5 ans, vous voyez, on est quasiment à 100%, comme le S&P 500 qui est à 93. Donc même sur 5 ans, le CAC 40 GR, donc le vrai CAC 40 qui réinvestit les dividendes, il a surperformé le S&P 500. Comme quoi, vous voyez, on peut battre le S&P 500 avec d'autres indices boursiers et même avec la France, alors que tout le monde dit que c'est le chaos en France, c'est la catastrophe. Sur 5 ans, les boîtes françaises, ça s'est quand même plutôt bien passé pour le moment. On verra dans le futur, bien entendu. Maintenant, on passe au VIX. Alors le VIX, c'est un indicateur que j'aime beaucoup regarder, notamment c'est un indicateur qui me permet d'augmenter mon DCA si je vois que le VIX s'envole. Parce que c'est un indicateur de volatilité basé sur le S&P 500. Donc plus le niveau du VIX est en train de monter, plus ça signifie que sur les marchés, il y a de l'incertitude, il y a beaucoup de volatilité aussi. Et donc souvent, on a beaucoup de personnes qui vendent en panique, notamment souvent des particuliers, parce que les personnes qui investissent depuis longtemps savent très bien que, notamment sur des indices, si ça baisse fort, ça va être aussi un moyen d'acheter les choses moins chères, comme si demain on allait au magasin et que c'était à -50%, si tout est à -50%, on aurait tendance à acheter comme d'habitude, voire plus, pour se dire, de toute façon, là, on paye beaucoup moins cher, donc si c'est des produits qui, pour le coup, se consomment sur une longue période, je vais en acheter plus. Et la bourse, il y en a, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que dès que ça baisse, au final, au lieu de se dire, je continue mon DCA ou je continue, c'est pas grave d'investir et j'ai une vision long terme, ils vendent tout. Et donc, ça fait souvent flamber le VIX. Et là, si on regarde sur un mois, les amis, on a eu un VIX qui est monté à 52,33. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo à ce moment-là
Et on avait un VIX même qui était monté à 60 dans la journée. Et je vous avais expliqué, moi, que personnellement, j'investissais massivement à ce moment-là. Parce que pour le coup, on a un VIX qui est très haut. Ça ne veut pas dire que le marché ne peut pas baisser davantage, hein, mais ça signifie qu'en tout cas, il y a beaucoup de peur. Donc s'il y a beaucoup de peur, souvent la peur, elle ne va pas durer à des années et des années. D'ailleurs, si on se met sur 5 ans, vous allez voir, sur 5 ans, le VIX était à son plus haut. Donc on n'a jamais eu un VIX à ce niveau-là, même en 2022. Donc vraiment là, les gens étaient très très inquiets, que ce soit les particuliers, les professionnels, etc. Et sur le maximum ici, on est sur le 3e plus haut historique du VIX. Depuis, ici on peut voir à peu près 2004. On a eu le pic ici, donc, qui était tout en haut, donc on était à plus de 75 en 2008. En mars 2020, le VIX, vous voyez qu'on était à 66. Et si vous regardez 20 mars 2020, vous allez voir que du coup, on est très certainement sur un plus bas. Mars 2020, juste ici le 20 mars. 20 mars, regardez, le VIX est au plus haut. On a le S&P 500 qui est au plus bas. Et on peut faire pareil sur 2008. 2008, un VIX, alors c'était juste là, on va essayer de se mettre pile dessus les amis. Bon, on peut même se mettre là à 21 novembre versus, alors le plus haut, il a l'air d'être, on va voir si on peut zoomer. On n'arrivera pas à l'avoir, mais on va dire entre le 17 octobre et le 21 novembre. Donc 17 octobre au 21 novembre 2008. Alors 17 octobre, on était... alors là, on est novembre. Bon, vous voyez, novembre, déjà, on est très bas. Donc jusqu'au 17. Donc concrètement, voilà, on est sur des niveaux qui sont quand même très très bas. Alors c'était descendu même encore un petit peu plus bas. On peut voir en mars 2009, encore plus bas, alors que le VIX était redescendu. Mais vous voyez que le niveau de VIX très très élevé, souvent, on a les indices qui sont déjà sur des niveaux vraiment bien bas. Et c'est exactement pareil pour le CAC 40, parce que finalement, le S&P 500 aujourd'hui est tellement gros, avec des tellement grosses entreprises qu'en général, quand les US ça va mal, ça va mal dans pas mal d'autres endroits. Donc si on regarde aussi sur le maximum, 20 mars 2020, à mon avis, c'est pareil. Vous voyez, on est aussi au plus bas et on avait le VIX qui était au plus haut, juste ici. Et donc là, on a eu un VIX qui était monté à 45,31. Et encore, ça, c'est journée de clôture parce qu'en soi, à la clôture, il était à ce niveau, mais dans la journée, il était monté à 60. Donc 60, très très élevé parce que vous voyez que même en mars 2020, on était à 66, on n'était pas loin. Et donc, on a eu juste ici, 4 avril 2025, regardons le 4 avril, que ce soit le CAC 40 ou le reste. Donc on va se mettre ici. 4 avril, alors 4 avril, il nous le met juste ici. Vous voyez qu'on est déjà plutôt bas. Et si on regarde le S&P sur le 4 avril, on est là. Voilà, donc on est à 2 jours du point bas. Alors ça ne veut pas dire encore une fois que ça ne peut pas baisser plus, mais moi c'est un indicateur que j'aime bien regarder directement. Et de toute façon, vous le savez, sur cette chaîne, il n'y a pas de conseils en investissement. Investir en bourse, ça comporte aussi des risques. Donc on investit de l'argent dont on n'a pas besoin sur le court terme et on a une vision long terme si on souhaite réduire le risque directement. Voyons maintenant ce qu'a donné notre euro face au dollar. Et concrètement, il s'est très bien apprécié parce que si on se met depuis le début du mois, donc juste ici, le 1er avril, on est le 25 actuellement, on peut voir qu'il s'est apprécié de 5,20%, ce qui est non négligeable, c'est une grosse hausse. Et si on se met sur un an, là, pareil, on avait eu un point bas de notre euro, donc là, notre euro, il était très faible. Et en fait, début d'année, il a commencé à se réveiller et actuellement, on est à plus 10,74%. Donc, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas neutre. Et ça aussi, ce qu'il faut regarder par rapport à cet élément-là, c'est que ça fait qu'en tant que Français, si on a de l'euro, qu'on convertit nos euros en dollars, on va en avoir plus de dollars que si on les convertissait, pour l'exemple, quand on était ici à 1 euro pour 1,03. Aujourd'hui, si vous avez des euros et que vous les convertissez en dollars, vous aurez plus de dollars. Donc, vous en aurez plus pour votre argent que si c'était une conversion que vous auriez fait, pour l'exemple, le 11 janvier 2025. Donc c'est aussi un moyen des fois de renforcer certaines devises. Si on croit en la devise du dollar ou l'euro ou le franc suisse, ça pourrait être pour n'importe laquelle. Après, il faut savoir que aussi, de toute manière, si on investit en bourse et qu'on s'expose à des entreprises internationales, en réalité, on s'expose au dollar dans tous les cas directement parce que les exportations, souvent des produits, ça va être des produits qui vont être vendus sur du dollar. C'est aussi pour l'instant la plus grosse aussi réserve mondiale. On peut regarder pour d'autres devises. Si imaginons, au lieu de mettre l'euro, on va partir sur le franc suisse en dollars. Et là, on peut voir que c'est pareil. On était à 1,13 et là, on est à ici au 25. Donc en un mois,
le franc suisse a pris 6,47%. Et depuis le début de l'année, on était à 1,09 et là, pareil, plus de 10%. Donc le dollar a beaucoup baissé, a beaucoup perdu. Alors, est-ce que ça va durer? On ne sait pas. En fait, ce qui est quand même quelque chose qu'on peut regarder, c'est que si on se met sur euro-dollar sur une longue période, donc sur le maximum juste ici, donc sur le maximum, ça va être à peu près, là on peut le voir, sur 25 années. En fait, on a quand même un peu une moyenne. C'est-à-dire que souvent, on est à ces niveaux-là actuels, un peu autour des indices. Si on devrait moyenner les plus hauts, les plus bas, donc c'est plutôt stable. Par contre, si on regarde d'autres devises, imaginons la livre turque, là les amis, c'est une catastrophe. Livre turque dollar. Alors, on va se mettre sur 1 an. Regardez-moi ça. Ça, c'est une devise. C'est censé être quelque chose de stable. Donc, ça fait que même des personnes qui étaient très très riches en Turquie, si jamais les fonds étaient bloqués sur un compte bancaire et qu'ils n'ont pas eu le temps de convertir, en fait, la personne a tout perdu, quoi. Ça valait 0,14, maintenant ça vaut 0,02. Donc, concrètement, si la personne avait 14 euros, aujourd'hui c'est 14 euros vaut 2 euros. Si elle avait 14 millions, c'est 14 millions de livres turcs, ça vaut 2 millions. Donc, vous voyez, c'est une catastrophe. Donc, c'est pour ça que là, moins 80%, c'est pour ça que si possible, s'exposer à des grosses devises, l'euro, le dollar, le franc suisse. Mais c'est que nous, vu qu'on a une grosse devise, on ne s'en rend pas compte, mais certains pays ont des devises qui s'effondrent. Alors là, la Turquie, c'est un cas particulier. Mais quand même, ça fait que si on est exposé à qu'une seule devise, des fois, ça peut être un peu risqué. Donc, c'est ce que je voulais vous partager là-dessus. Maintenant, juste là, on a un élément que j'avais fait sur TradingView. En fait, c'était différents niveaux de résistance qu'on a eu avec notamment des points bas. Et c'était de me dire, tiens, si ça baisse, je vais pouvoir racheter sur tel niveau, tel niveau, tel niveau. Bon, la réalité, c'est qu'on n'est pas du tout descendu plus bas que ces niveaux-là. Après, là, ces niveaux-là, ça me paraissait compliqué. C'est que par rapport au 4 avril, donc le 4 avril, on était là le 4 avril. Donc par rapport au 4 avril, si je zoome pour vous montrer un petit peu, on a, le prix au 4 avril, on était là. Donc là, il fallait que ça redescende de moins 2,51, qui était juste ici. Et en fait, ce niveau de résistance, on l'a eu. Donc le 4 avril, rappelez-vous, c'est aussi où on a eu un point bas sur le VIX, enfin un point haut sur le VIX à plus de 60. Et donc là, c'était un super point d'entrée. Alors, j'ai pas acheté tout en bas, j'ai acheté un petit peu plus haut, mais j'ai pu renforcer un petit peu mes lignes. Et après, j'avais un autre point bas ici, qui était un autre niveau de résistance, juste là, avec un point ici, un point ici. Bon, il n'a pas été atteint, il était à moins 9,29 par rapport au 4 avril, donc pour l'instant, ça n'a pas été atteint. Et après, il y avait encore des niveaux plus bas. Alors là, c'était pour moi des niveaux vraiment, si j'arrivais à acheter sur ces points-là, ça aurait été magnifique. Avec ici, par rapport au 4 avril, un moins 18,56. Donc là, ça veut dire qu'on avait un marché qui était déjà à moins 35 à peu près. Donc c'était ce niveau-là directement, mais ça n'a pas été le cas. Et après, on avait aussi ce niveau-là de 2022 qui a eu plusieurs points. Mais là, pareil, c'est pas atteint. Alors, qu'est-ce que va donner le marché à partir de maintenant? Personnellement, j'ai pas de boule de cristal. Donc, comme je l'ai dit, je fais qu'investir, peu importe ce qui se passe. Par contre, si ça baisse fortement, dans mon cas, j'essaye de baisser mon prix de revient unitaire directement parce que je suis confiant sur 15 ans, 20 ans, etc. Même s'il y a des baisses, ça me dérange pas de subir les baisses. Maintenant aussi, si on regarde un peu le Bitcoin, le Bitcoin aussi a quand même bien repris. On est sur un Bitcoin qui est à 93 607 $. Donc là, on est quasiment revenu, vous voyez, sur ce niveau de résistance qui a été souvent présent avec pas mal de niveaux. Un là, un ici, un ici, un ici qui avait été rejeté. Et là, on y est encore. Donc, est-ce que ça va être rejeté et repartir un petit peu plus bas directement, ou au contraire, on va recasser ce niveau de résistance pour après retenter de remonter certains niveaux? On le verra. Là, on peut voir qu'on n'est pas encore en surachat pour le moment. Et aussi, ce qui est intéressant, je peux vous le montrer avec le... Alors là, c'est un ETF S&P 500. Mais ce qui était pertinent, et aussi, en fait, on a plusieurs indicateurs qui nous montraient que là, on était quand même sur des niveaux qui étaient intéressants. Vous voyez, ici, on a le niveau de RSI. Et le RSI était quand même très, très bas. C'est-à-dire que là, on était en survente. Donc, juste ici, au niveau de mardi 8, etc., on était vraiment sur des zones où les gens vendaient massivement, donc avec un RSI très faible. Et en fait, c'est des niveaux qu'on atteint quand même assez rarement. Vous voyez que là, on est en survente. Là, on était ici à 30, donc c'est pas le cas. Donc, vous pouvez voir que déjà, sur ici une période en 2023, c'est un niveau qu'on n'a pas atteint, la survente à ce niveau-là. Voilà, on était à 24, nous, on était à 20. Donc, le dernier moment où on a eu, pour l'exemple,
du 20, voilà, c'était ici. Donc concrètement, là on l'a eu en mars 2020, mais rappelez-vous, mars 2020, juste ici, c'est durant la crise sanitaire, donc c'était vraiment, voilà, ça avait baissé très fortement. Donc le RSI, c'est aussi quelque chose qu'on peut regarder, que moi j'ai sur TradingView, que j'active, comme ça me permet de voir, mais dès qu'on est sur des niveaux à 20, il y a de la panique. Et après, dès qu'on est au-dessus de ces 50, ça veut dire que là on a beaucoup d'acheteurs quand même, hein. Donc là, le marché a quand même bien repris, donc à voir si ça va durer. Mais pour l'instant, en tout cas, ça remonte petit à petit, en sachant que c'est aussi par rapport à Trump, hein. C'est Trump qui a fait baisser fortement le marché de manière mondiale, pas que le S&P 500. Et maintenant, il est plus à chercher des solutions. Et ici, on peut voir, il a dit, donc le président des États-Unis a promis d'être très gentil avec Pékin en ramenant possiblement les droits de douane américains entre 50 et 65%. Cependant, les négociations commerciales vont prendre du temps. Donc finalement, il est en train un petit peu de chercher des solutions parce qu'il s'est peut-être rendu compte que ce n'était pas la meilleure stratégie d'augmenter les droits de douane de cette manière et de manière aussi importante, et que ça pouvait créer aussi des problématiques, hein, de récession si demain on a tous les prix qui explosent aux États-Unis. En plus, eux, les États-Unis, ils ont le dollar qui a pris une claque. Donc je pense que ça aurait pu être très compliqué. Il ne faut pas oublier aussi que les retraites des Américains sont directement investies en bourse. Donc aujourd'hui, eux, ils sont impactés par la baisse du dollar. Bon, eux ça va parce qu'ils vivent aux États-Unis, donc tout est en dollars, mais demain ils partent en Europe, là ils vont le sentir directement que l'euro est très cher. Et au-delà de ça, pour leur retraite, voilà, même s'ils se disent ok, j'ai un gros patrimoine en bourse, si la bourse prend moins 40, c'est très problématique aux États-Unis. Tandis qu'en France, si la bourse prend moins 40, bon, en soi c'est pas très grave, c'est les méchants actionnaires. Donc c'est pour ça que c'est très compliqué aujourd'hui quand même de faire baisser la bourse à moins 50%, même si ça arrivera très certainement un jour, parce que concrètement, en fait, il y a les Américains qui ont leur retraite dessus. Donc on verra ce que ça donne. Et aussi une bonne chose, c'est qu'il a dit que au niveau de Jérôme Powell, il n'allait pas le virer parce qu'il y avait un moment là où c'était très compliqué entre les deux, et notamment il a menacé limite de le virer, et au final il a expliqué que non, c'était pas le cas, qu'il allait pas le virer, qu'il va faire son mandat complet, Jérôme Powell, etc. Et ça a aussi rassuré les marchés parce qu'on s'est dit si demain Jérôme Powell est plus là, ou Jérôme Powell démissionne, et que c'est ici Trump qui gère ici directement le job de Jérôme Powell, là c'est une catastrophe mondiale, hein, vu comment il est impulsif et les décisions qu'il prend. Mais c'est pas le cas, donc à ce niveau-là, on peut être un petit peu rassuré. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est aller directement sur mon portefeuille. Donc c'est bon, je suis connecté sur mon portefeuille. Donc pour ça, comme vous le savez, j'utilise Trade Republic sur le portefeuille public que j'ai. Après, j'ai aussi un autre compte perso que je ne partage pas en vidéo directement. Mais ce portefeuille-là, le but, c'est de réussir à battre le S&P 500, et je vous le partage chaque fin de mois. Donc on va voir ce que ça a donné. Alors premièrement, la valorisation du portefeuille, on est à 3200 €. Dans la partie espèces, j'ai encore pas mal de liquidités qui vont être investies. J'ai 2700 €, j'ai investi 488 € par mois. Donc c'est, je trouve, vraiment pas mal, hein, quasiment 500 € par mois d'investissement. Et le but, c'est de tenir ce DCA parce que j'ai investi qu'en DCA sur du long terme pour voir qu'est-ce que ça va donner. Petit rappel aussi juste avant, investir en bourse, c'est risqué. Donc mettez pas de l'argent dont vous avez besoin, c'est pas un moyen pour devenir riche ou quoi que ce soit. Le but, c'est de réussir à faire fructifier son patrimoine, mais avec une vision long terme. Donc tout ce que je vous partage ici, c'est en aucun cas du conseil en investissement. Je vous partage juste ce que je fais à titre personnel, et ce portefeuille-là est aussi une expérience qui me permet de voir un petit peu est-ce que c'est très compliqué de battre le S&P 500 ou non. Et vous allez voir que la réponse, c'est que c'est très compliqué. Alors pour le coup, qu'est-ce qu'on a ici? Donc les titres, ça n'a pas changé, j'ai pas rajouté de nouveaux titres. Donc on a du S&P 500, et après on a pas mal de GAFAM, avec aussi quelques entreprises qui ne sont pas des GAFAM comme Mastercard, Visa, etc. Mais concrètement, ce sont des grosses boîtes. Je sais que certains m'ont dit, mais pourquoi tu achètes du Amazon, du Apple, du Tesla, du Nvidia, alors que c'est déjà présent dans les S&P 500? En fait, ici, le but, c'est de surpondérer. C'est que je suis parti du principe, dans ma tête, et on verra si c'est le cas dans 1 an, 2 ans, 3 ans, que ces entreprises ont des avantages concurrentiels de taille. Si on prend rien que l'exemple de Visa, Mastercard, aujourd'hui, ils n'ont pas de concurrent direct. Regardez votre carte bancaire, vous avez soit une Visa, soit une Mastercard. Alors, il existe les cartes bancaires Electron, etc. Mais mondialement, demain, vous partez en vacances, vous regardez les touristes, ils n'ont que des cartes Visa, Mastercard. Et donc, eux, ils prennent des frais de cette manière. On va avoir, pour le coup, Tesla. Alors, Tesla, ce n'est pas vraiment pour moi la partie voiture qui est intéressante, parce que la partie, le marché de la voiture, au final, je ne trouve pas que c'est le plus intéressant, mais c'est tout ce qu'ils font
à côté, notamment au niveau des batteries. Et là, à long terme, il y a vraiment quelque chose d'intéressant. Et aussi tout ce qui est voiture autonome. Et là, ils sont en train d'en déployer pas mal, il me semble, aux États-Unis. Et ça, c'est quelque chose qui a du potentiel parce que dans plusieurs années, je pense qu'on aura des voitures autonomes dans les grandes villes. Donc, il n'y aura plus de Uber. Et c'est des voitures qui, pour le coup, se conduisent tout seuls. Et au-delà de ça, en termes de rapport qualité-prix, c'est beaucoup plus intéressant qu'un Uber, beaucoup plus intéressant qu'un taxi. Donc Tesla, c'est aujourd'hui les voitures, mais ils ont plein d'autres projets à côté qui ont beaucoup plus de potentiel. C'est pour ça que c'est surévalué pour une entreprise de voitures. Ça paraît n'importe quoi, mais les investisseurs n'investissent pas pour les voitures, pour les Tesla, quoi. Ils investissent principalement pour tous les autres projets à côté. Et après, Apple, je trouve ils ont tellement de cash aussi encore actuellement dans leur caisse qu'ils ont la possibilité d'innover vachement, de potentiellement racheter aussi certains groupes, racheter des brevets, des innovations pour avancer, même si on va voir, Apple, ça a beaucoup baissé. Amazon, aujourd'hui, c'est le site le plus utilisé en termes de commandes aussi. Donc, je pense que pour l'instant, c'est compliqué de détrôner Amazon, même s'il y a des acteurs chinois qui sont très, très gros. Pour l'instant, notamment en Europe, et aux États-Unis et dans pas mal d'autres pays, c'est plus Amazon qui domine. Alphabet, Alphabet c'est lié à la publicité, donc c'est YouTube, c'est Google, et la pub c'est quand même un très très bon business, mis à part en période de récession, mais à mon sens c'est quand même des bons business. Nvidia, l'intelligence artificielle aujourd'hui avec la puissance de calcul, c'est quelque chose aussi je pense qui va énormément se développer. Donc même si c'est une action qui est survalorisée comme pas possible, dans mon cas, je suis hyper aligné d'investir sur Nvidia chaque mois parce que, encore une fois, sur 10-20 ans, je ne vois pas aujourd'hui comment l'intelligence artificielle va pas encore plus s'implanter dans notre quotidien aujourd'hui parce qu'il y a tellement de choses que ça permet de faire. Alors bien entendu, ça va avoir un impact négatif sur pas mal aussi de secteurs, mais voilà, il faut voir que je pense aujourd'hui c'est à mon sens pertinent, c'est pour ça que j'investis dessus. Et juste pour vous montrer maintenant la performance, alors ce qui est intéressant là sur ce que je vais vous partager, c'est que j'ai commencé à investir sur ces titres et sur cet ETF durant la même période. Ça a commencé le même jour, les investissements se font chaque semaine, donc 122 € par semaine. Donc on peut vraiment comparer la performance. Il n'y a pas là des titres que j'ai achetés des fois de temps en temps à côté. Non, tout a été acheté en même temps en DCA de manière automatique. Et d'ailleurs aussi pour Trade Republic, si vous n'avez pas un compte, je vous mettrai un lien sous cette vidéo qui vous permet d'ouvrir votre compte gratuitement et vous pouvez ouvrir un compte titre ou un PEA directement en fonction de ce que vous voulez. Et l'ouverture en plus elle est hyper rapide, ça prend 8 minutes, donc n'hésitez pas à en profiter. Du coup, regardons la performance. Donc on va se mettre depuis l'achat ici. Alors ce DCA, je l'ai commencé il me semble en octobre 2024, donc ça fait quelques mois, mais finalement les marchés étaient très très hauts, donc on peut voir que pour l'instant tout est rouge. Et bien entendu, je ne vends strictement rien, je continue à investir. Donc le S&P 500 est à moins 10,93, on va dire moins 11. Amazon, moins 14. Apple, presque moins 15. Tesla, moins 15. Nvidia, moins 18. Visa, Mastercard, moins 1, moins 4. Et Alphabet, moins 8. Donc aujourd'hui, on peut voir que dans le portefeuille, on a 7 actions individuelles. Sur 7 actions, il y en a 4 qui sous-performent le S&P 500. Donc ça, déjà, c'est une donnée assez intéressante. Alors que le S&P 500, quand on investit dessus, c'est quand même moins risqué que d'investir dans une action individuelle parce qu'on diversifie le risque, même si ces entreprises-là sont déjà quand même très capitalisées. Maintenant, si on regarde un petit peu au-delà de ça, je vais peut-être pouvoir me mettre sur le mois là, pour pouvoir vous partager. Donc on a fait un mois à moins 8,78. Donc c'est quand même une belle baisse. On peut voir qu'on avait le matin, juste ici, un moins 16. Donc là, ça a dû être une annonce de Trump. Et ici, un moins 17,50, là aussi, une annonce qui n'a pas du tout plu. Parce que là, les actions, pour le coup, notamment Apple et tout, ont quand même bien repris. Mais il y avait un moment, voilà, le portefeuille, vous voyez, il est passé à moins 17. J'aurais pu me dire, non, dès que ça passe moins 15, on vend tout, on panique. Pas du tout, parce qu'encore une fois, la vision, elle est long terme. Et on part qu'il est déjà remonté à moins 8. Donc il a repris plus 10%. Non, même plus que plus 10%. Et donc là, au niveau des ordres, qu'est-ce que ça donne ? Alors les investissements, il y a eu des investissements automatiques hier. Donc là, c'est maintenant dans 7 jours que tout s'exécute. Et pour l'instant, je ne vais pas toucher. Je ne vais pas toucher à ces investissements-là. On reste là-dessus. Le S&P 500, j'investis 50% du portefeuille sur le S&P 500. Et le reste, vous avez les montants. Mastercard, Visa, Alphabet et Amazon, c'est 6 €. Et après, je mets plus sur Tesla et Nvidia et Apple directement. Et j'aimerais bien en réalité mettre même plus sur Nvidia, mais je vais regarder, on en est où pour Nvidia au niveau du titre. Est-ce que ça a déjà un peu remonté ou pas beaucoup ? Si on se met sur un mois,
Ouais, ça a quand même déjà bien remonté, hein, parce que c'était descendu à moins 30 et là on est à moins 16. Ouais, bon, donc pour le coup, non, pour l'instant je vais laisser tel quel. Mais vous avez ici un peu la pondération que j'ai. Et au niveau des stats, ça aussi c'est le plus intéressant, c'est la répartition. Donc j'investis 50% actions, 50% ETF. Et on peut voir que l'ETF aujourd'hui représente plus de 51% du portefeuille. Donc c'est qui sous-performe les actions. Alors bien entendu, c'est que depuis octobre, novembre. Donc depuis octobre, ça nous fait mois d'octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. Ça fait 7 mois. Donc sur 7 mois, le S&P 500 bat les actions qui sont en face, qui sont 7 grosses actions. Donc on verra dans les prochains mois, les prochaines années. Mais je me dis que c'est possible que le S&P 500 batte quand même ses actions parce qu'aujourd'hui, bah, il va faire rentrer aussi certaines capitalisations qui ne sont pas présentes, qui vont peut-être pour exploser dans l'avenir. Donc, on verra. Mais je préfère quand même rester pour voir ce que ça donne, en sachant que j'ai aussi un autre portefeuille à côté perso directement qui est pour le coup, lui, full ETF. Mais là, ce portefeuille-là, j'ai vraiment un mixte des deux. Donc voilà par rapport à cette vidéo, les amis, avec ce bilan du portefeuille boursier. N'hésitez pas à me partager aussi, vous, ce que ça a donné ce mois-ci. Et si vous avez des questions, à me les mettre en commentaire. Et comme je l'ai dit, je vous mets le lien sous cette vidéo aussi pour créer votre compte Trade Republic gratuitement, que ce soit pour ouvrir un compte titre ou un PEA. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.